Bonjour Nicolas Chéron, vous êtes avec nous au téléphone et vous êtes directeur de la recherche marché chez Bink.fr. Comment vous voyez l'année 2018 et ceci en termes de performance des marchés européens comparés au marché américain? Donc on va voir tout de suite le graphe du S&P 500 et ensuite le graphe du CAC 40. Alors, déjà, on va parler du S&P 500 et je vais vous donner une petite statistique. Oui. Depuis 1950, le S&P 500 a terminé 15 fois les 5 premières séances de l'année en hausse de plus de 2%. Et c'est ce qu'il vient de faire en ce début d'année 2018. Eh bien, sur ces 15 fois, en moyenne, la hausse a été de 18,6% l'année en question. Donc en fait, si vous voulez, quand on regarde les statistiques, ce n'est pas parce que l'on vient de monter pendant 8 ans, ce n'est pas parce que l'on est dans un marché haussier qui dure depuis très longtemps, qui est un des plus longs de l'histoire, qu'on va forcément baisser en 2018. En fait, la hausse, généralement, appelle la hausse. Les acheteurs ont été très solides en 2018. On a tenu à tous les risques géopolitiques. On a fini l'année en beauté sur le S&P 500. Et les statistiques laissent entendre que l'année qui suit 2017 pourrait être une bonne année. Donc, a priori, pour l'instant, on commence sur les chapeaux de roue sous les meilleurs auspices. Vous faites bien de me parler de la performance des indices européens et des indices américains parce qu'elle est bien différente. En 2017, le Nasdaq a gagné pratiquement 30%, le S&P 20% et le CAC seulement 9%. Alors il faut quand même rappeler à vos auditeurs que le CAC 40, c'est un indice dans lequel on n'a pas le réinvestissement des dividendes. Si on veut pouvoir comparer le CAC 40, sa performance avec celle des États-Unis, il faut prendre le CAC 40 GR, le gross return, dans lequel eh bien, sont pris en considération justement ces dividendes. En fait, si vous voulez, je vous parle de cette surperformance parce que beaucoup de gens parlent et disent en 2017 que l'Europe va opérer un rattrapage, que les statistiques européennes sont bonnes, que la croissance repart et donc que les actions européennes pourraient opérer un rattrapage. Or, Christine, cela n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de surperformance des indices européens sur les indices américains, si ce n'est sur les 20 années à 3 périodes. Juste avant le crack de 2000, juste avant le crack de 2008, et puis en 2015, c'était une période un peu particulière où l'Europe avait lancé son programme de quantitative easing, et puis les États-Unis avaient arrêté le leur. Donc à part cette période de 2015, les seules périodes où l'Europe a surperformé depuis 20 ans, c'était juste avant des cracks boursiers. Donc si à un moment donné on voyait l'Europe surperformer, je ne verrais pas ça comme une bonne nouvelle pour les Européens, je verrais plutôt ça comme une alerte sur plus de baisses à venir. Donc, voilà. Est-ce que, du coup, actuellement, les indices européens sont extrêmement bien orientés? Est-ce qu'on peut parler de surperformance par rapport au S&P 500 et au Dow Jones? Alors, le CAC 40 s'est fait une petite frayeur en début d'année et ensuite il s'est repris violemment. On le montre là, oui. C'est vrai que quand on regarde la performance depuis le début de l'année, le CAC 40 gagne 200 points, il gagne 4%, donc il surperforme un petit peu les indices américains. En fait, le facteur qu'il faut prendre en considération sur ces petites phases de surperformance, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est allé se faire des frayeurs il y a quelques séances à 1,21. Et qui est redescendu depuis à 1,1945. Or, le fait que l'euro-dollar perde 1,5% aussi rapidement en ligne droite, eh bien, a soutenu à court terme les indices européens. Le stock picking actuellement, donc c'est peut-être la stratégie à adopter sur les marchés financiers. Et il est actuellement à l'honneur. Donc il y a de nombreux dossiers qui étaient peut-être sous-évalués, qui reprennent des couleurs. Pour quelles raisons ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, si vous voulez. Début décembre, il arrive souvent, début janvier, excusez-moi, il arrive en fait que les dossiers massacrés de l'année précédente se reprennent. On a par exemple les biotech qui avaient été complètement massacrés en 2017. La moyenne
de la performance des biotech, si vous voulez, ressortait à plus de moins 50% pour 2017. Quand on prend les plus de 30 biotech françaises, elles avaient toutes été délaissées et en fait, début janvier, alors que les opérateurs ont nettoyé leur portefeuille, ils se sont mis à spéculer sur des dossiers délaissés. Un bon exemple, c'est par exemple Onxeo qui était à 1,15 € le 2 janvier et qui là, en 6 séances consécutives de hausse, vient de doubler. On a des petits dossiers qui se reprennent. Encore ce matin, Cellnovo, Cybergun, EuropaCorp, tout ça c'est des dossiers, si vous voulez, qui avaient été délaissés, massacrés en 2017. Et là, les opérateurs tentent des achats à bon compte. Donc, généralement, le mois de janvier est propice à ce type d'opération. Et c'est pour ça que là, sur les dernières séances de décembre et puis les premières séances de l'année de janvier, on a eu des beaux décalages sur les small caps. Par contre, ça peut encore durer quelques séances, quelques semaines, ces ajustements. Et après, il faudra commencer à être prudent parce que certaines d'entre elles ont commencé à bien rebondir et il ne faudrait pas non plus devenir trop gourmand. Et peut-être ce sera la fenêtre de tir sera ouverte pour les introductions en bourse, notamment pour les biotech. L'an dernier, le nombre d'introductions a été un peu limité. Donc peut-être ça donnera des idées pour de nouvelles introductions en bourse à Paris. Clairement, ce serait une très bonne chose. Et on aurait de nouveaux dossiers à se mettre sous la dent. Voilà. Donc l'inflation devrait faire son retour. Et pourquoi? Parce que effectivement, le pétrole qui est bien orienté, donc qui est une variable importante dans le panier de prix. Hein. Et est-ce que ça pourrait forcer ces craintes de résurgence de l'inflation? Ça pourrait forcer donc les banques centrales à agir et de ce fait à suivre. Est-ce qu'il faut suivre de près l'évolution du prix du brut? Hein? Oui, effectivement, ce sera vraiment, je pense, une des thématiques de 2018 et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. On a des anticipations des marchés selon lesquelles l'inflation va remonter en zone euro et que ça va permettre à la BCE d'arrêter son programme de quantitative easing en fin 2018. On a des anticipations aussi de hausse d'inflation de la part de la Fed et si l'inflation venait à remonter, eh bien ça pourrait permettre à la Fed de resserrer 3 fois, voire pourquoi pas 4 fois, comme prévu, ses taux en 2018. Or, on sait très bien que des remontées d'inflation et donc de taux trop rapides pourraient un peu déstabiliser les marchés. Donc, par rapport au pétrole, si vous voulez, il a déjà pris 50% sur l'espace de ces 4 derniers mois. Donc on sait déjà que dans les mois à venir, on va avoir un effet de base de cette hausse qui va se greffer sur les chiffres d'inflation et qui va pousser les chiffres d'inflation à la hausse. Donc il faudra suivre le pétrole parce que si le pétrole WTI qui est actuellement à 62 $, il est revenu chercher ses niveaux de mai 2015. Si on venait à casser cette zone-là et à prendre encore 10% et avoir un WTI à 70, là, ça tirerait très fortement les anticipations d'inflation à la hausse et ça pourrait faire une pression assez forte sur les banques centrales et ça pourrait les forcer à agir rapidement. Et ça, c'est des choses que n'aime pas le marché. Donc je pense que le pétrole sera vraiment une clé de lecture des marchés en 2018. S'il redescend vers 50 $, ça mettra moins la pression sur les banques centrales et ça pourrait plaire au marché. S'il monte trop rapidement à 70 $, là, il faudra se méfier. À surveiller donc les prix du baril de brut toute cette année 2018. Merci Nicolas Chéron, directeur de la recherche marché chez Bink.fr.